Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Réussir à pouvoir onboarder, c'est-à-dire faire partie de board. Pour les femmes, c'est encore quelque chose qui reste difficile, surtout quand on se situe au niveau des ETI ou entreprises familiales. Alors, ce n'est pas le cas en termes de difficulté de notre invité, puisque notre invité a évolué au sein de la Banque de France en changeant de métier tous les 3-4 ans, découvrant de nouveaux territoires. Strasbourg, Dijon, Lille, Chambéry, Brest, Paris, Lille et Lyon. En 2017, elle s'installe 6 mois en Afrique du Sud, au Cap. Depuis juin 2022, elle est désormais directrice régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir de recevoir Cathy Verquin. Merci Cathy d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. Quelle carrière à la Banque de France. Quelle grande carrière. Alors, on va commencer à essayer de comprendre justement votre stratégie de carrière et surtout comment vous avez réussi à pouvoir entrer dans les boards, puisque c'est ce qui nous préoccupe. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, s'il vous plaît ? Oui, alors moi j'ai un parcours, je dirais, assez classique à la Banque de France de cadre de direction et j'avais fait Sciences Po, une prépéna et sur un quasi malentendu, j'ai croisé à ma prépéna quelqu'un qui était de la Banque de France et qui a vu ma passion pour l'économie et qui m'a dit écoute, il faut vraiment que tu rentres à la Banque de France. Je ne connaissais pas trop et donc à la Banque de France, j'ai gravi un peu tous les échelons de cadre de direction, donc chef de service et puis après effectivement j'ai enchaîné sur des mobilités. J'adore bouger. Je trouve qu'à chaque fois il y a une sorte de grand saut dans un grand bassin d'eau froide et on doit redécouvrir des lieux, des personnes, des collègues et à chaque fois c'est vraiment un vrai enrichissement. Et donc, j'ai effectivement gravi les différentes étapes à la Banque de France et je suis maintenant directrice régionale et au sein du CODIR de la Banque de France. Au sein du CODIR de la Banque de France, il y a combien de femmes au sein du CODIR ? Alors, donc on est CODIR ou COMEX, on a les deux terminologies. On est 13 pour le nombre de régions et on a aujourd'hui 5 femmes dans ce COMEX. Donc, on est sur combien de personnes au COMEX ? 13 personnes. 13 personnes. Donc, c'est plutôt un bon ratio. On n'est pas encore à la parité. Mais on a quand même de belles performances à la Banque de France. Notre gouverneur, d'ailleurs, y est très attaché. Du coup, la première fois que vous êtes entré dans un board, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on vous l'a proposé ? Est-ce que vous avez montré une certaine visibilité pour pouvoir vous engager ? Qui est venu à vous et comment vous êtes venu au board ? Oui, alors moi j'étais déjà directrice départementale. J'avais pris 2 directions départementales, un peu à l'opposé en France, entre Chambéry et Brest. Et puis après ce poste-là, après ma mobilité, notamment en Afrique du Sud, quand je suis revenue, j'ai pris un poste à Paris. Et là, très clairement, le gouverneur m'avait plus ou moins dit que j'étais dans une sorte de vivier de cadres de direction qui potentiellement pouvaient être donc directeur régional et intégrer donc le COMEX des directeurs régionaux. Donc il y avait une sorte de vivier et on pouvait me proposer un poste et la question était de savoir est-ce que j'étais mobile géographiquement pour prendre pas le premier poste qui se présentait, mais voilà, donc il fallait que je me montre un peu agile et prendre un poste d'importance. Alors première réaction quand on vous annonce que vous faites partie du vivier, vous avez ressenti quoi ? Eh bien une grande fierté, peut-être un petit peu de peur, mais voilà, moi j'ai depuis longtemps un peu une philosophie de vie, c'est de me dire que quand on me propose quelque chose, c'est de toujours me dire quelle décision je prendrais si je n'avais pas peur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez efficace. C'est pas mal comme philosophie, ça. Ça n'empêche pas de se dire que la peur, parfois, sauve des vies et nous évite de faire de grosses erreurs. Hein. Mais à chaque fois, je me pose la question, quand on me demande de faire quelque chose, quand on me propose quelque chose, qu'est-ce que je ferais à cet instant T si je n'avais pas peur ? Et du coup, ça vous a amené à pouvoir accepter le poste qu'on vous a proposé. C'est ça, c'était donc mon premier poste de directrice régionale dans les Hauts-de-France, qui était déjà une belle région à l'époque. Mmh. Et donc du coup, après, vous avez quand même pas mal bougé. Oui. Et cette mobilité, elle a été la condition justement pour pouvoir continuer à évoluer ou pas ?
Alors, pas forcément la condition, mais très clairement, c'est un point fort, le fait que quand on propose un poste, on met pas 3-4 mois à réfléchir, on dit pas justement, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que par principe, moi, la valeur travail a toujours été très importante. Je suis une fille d'agriculteur, et donc la valeur travail, ça a toujours été le travail first. Donc là aussi, quand mon employeur me propose un poste, c'est vrai que je dis oui d'abord, et je réfléchis après sur les conditions, les enchaînements perso. Pour moi, l'intendance suivra toujours. Par définition. Sachant que l'intendance, c'est travailler. Oui, voilà. Alors, oui. Non, c'est quand même l'intendance, c'est aussi, il faut quand même que je valorise, j'ai quand même une petite famille, donc mon mari, 3 enfants, et bien ça fait partie du deal, et on a beaucoup échangé avant, et maintenant c'est vrai que ça fait partie du deal, le fait que quand il y a un poste intéressant qui se présente, même si on doit bouger géographiquement, c'est toujours une aventure, et c'est une aventure en famille. Oui, on parle peu des hommes, de femmes au board. Comment vous avez réussi à le convaincre de pouvoir vous suivre? Puisqu'en fait, ça, c'est aussi du followership. Oui, alors, dans les faits, alors là aussi, je reviens toujours à mes racines, le fait que je sois une fille d'agriculteur, j'ai beaucoup de pragmatisme. Je suis aussi je fonctionne un peu à l'instinct. Et puis voilà, quand on est dans l'agriculture, bien à un moment donné, il fait beau, il faut y aller, il pleut, on s'arrête, on redémarre. Et donc ça, avec mon mari et même avec les enfants, ça a été vraiment dans le deal, c'est de se dire, voilà, j'ai l'opportunité de faire une carrière. Cette carrière, il faut que je bouge. Et donc on s'est mis d'accord avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me propose un poste, je commence pas à tout remettre sur la table. C'est-à-dire que c'est dans le deal, que de toute façon, on peut bouger, que c'est pas compliqué de déménager, c'est pas compliqué de faire 1000 km, c'est pas compliqué de faire 500 km, c'est pas compliqué de changer d'école. Et voilà, donc ça fait partie, je dirais que moi j'ai l'esprit libre, parce que si aujourd'hui le gouverneur vient me voir, me propose un poste où on doit bouger, je sais qu'évidemment je vais en parler avant à mon mari et aux enfants, mais dans les faits on a négocié avant les conditions. C'est-à-dire qu'en gros j'ai le droit de bouger, et quand on bouge c'est en famille. Voilà. Et donc ça a été négocié avant. Voilà, ce qui veut dire que moi, j'ai pas de charge mentale. Je sais que quand on me propose un poste, si c'est un beau poste, c'est une bonne nouvelle pour toute la famille, pour mon mari et pour les enfants. Et donc, dans votre stratégie d'influence, au sein des boards, parce que on peut imaginer que la première fois que vous avez été dans un board, je suppose que c'est pas ce que vous avez aujourd'hui, avec sans doute un franc-parler, etc. Mais au tout début, est-ce que votre stratégie d'influence a été d'être cash, d'être direct, ou alors plutôt de travailler à essayer, j'allais dire, d'influencer un par un certains membres du board? Comment vous avez fait pour avancer en fait à vos différents points de vue, vos convictions? Alors, j'ai toujours été assez cash. C'est assez amusant parce qu'à la Banque de France, on a entre guillemets la garantie de l'emploi. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même un peu ça. Et c'est amusant parce que parfois, je vois beaucoup de peur encore dans certaines de mes collègues qui me disent il faut être prudent, il faut faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que c'est vraiment dans la ligne du parti? Dans les faits, je me suis dit mais là aussi, soyons basiques, puisque entre guillemets j'ai la garantie de l'emploi, je peux me permettre peut-être plus que dans une entreprise où on peut me dire là tu prends la porte quoi, fired. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours été assez cash. Et donc contre, pas politiquement correct ou politiquement correct? Si, quand même politiquement correct. Voilà, il y a cash et cash. Il y a cash et cash, tout à fait. Et puis il y a surtout que moi je considère aussi, c'est ce que je dis à mes collègues de travail, moi je ne veux pas gérer des bénis oui. Donc moi j'attends, je pense que mon gouverneur et que mon directeur général attend la même chose de moi, c'est-à-dire que je donne mon avis en amont, mais en aval. Après, il n'y a plus qu'une seule tête quand on met en place, quand on implémente. Là, on ne discute pas. Quand on implémente, la décision est prise. Et là, je suis hyper loyale. Et alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire être politiquement correct? Si vous aviez à donner des conseils justement sur la stratégie de parole pour des femmes qui veulent entrer dans les boards, est-ce qu'il y a des moments d'observation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit dire de façon assez sous-entendue pour être comprise? Moi je sais qu'il y a certaines femmes à ce même micro qui nous ont dit le simple fait de faire répéter peut faire comprendre à la personne qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a un problème, mais on lui dit juste en reformulant. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que ça serait une façon, si vous voulez, d'être politiquement correct? Comment vous vous débrouillez, vous, dans les boards? Oui, alors déjà dans notre board, donc notre COMEX, j'écoute beaucoup quand même. J'écoute parce qu'il y a souvent un défaut d'écoute, je trouve, dans un certain nombre de cénacles. Chacun parle, on est dans son couloir de nage, on évolue chacun dans son couloir de nage et on n'écoute pas. Donc déjà, moi, j'écoute. J'essaie de prendre la parole quand j'ai vraiment de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que je ne prends pas la parole à tout bout de champ sur tous les sujets. Parfois, il y a des sujets qui ne m'inspirent absolument pas. Il y a des sujets où on doit décider. En fait, je ne suis absolument pas inspirée. Je considère que je ne suis pas compétente ou je n'ai pas d'avis particulier. Je ne m'exprime pas. Par contre, quand je considère que j'ai vraiment une valeur ajoutée, je prends la parole. Je documente aussi les sujets.
Et j'hésite pas à m'opposer. Mais je pense que c'est jamais pris de manière hostile quand je m'oppose. Après, parce qu'ils savent aussi que je suis loyale à 150%. Oui, parce qu'on sent que c'est pour le bien collectif. Voilà, et on sait que de toute façon, après, je mettrai en œuvre et qu'il n'y aura pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre ce qui a été décidé et ce que je mettrai en œuvre. Je serai complètement loyale. Comment vous faites voir pour que tout d'un coup, un sujet vous soit dédié ? Comment est-ce que vous prenez possession d'un sujet ? Est-ce qu'on doit lever la main ? Est-ce qu'on doit dire « moi, je suis intéressé » ? Est-ce qu'il y a un vote ? Comment ça se passe dans le board ? Oui, alors il y a quand même souvent au niveau de notre COMEX, il y a quand même souvent des sujets qui sont pris par des petits groupes de travail et là on se manifeste si on est inspiré ou pas. Et franchement, on le voit bien, moi il y a des sujets qui m'intéressent énormément, il y a d'autres qui m'intéressent beaucoup moins. Je sais pas, par exemple la maîtrise des risques, c'est quelque chose qui, pourtant je sais que c'est extrêmement important. Et franchement, le contrôle, la maîtrise des risques, je sais que ça ne m'intéresse pas. Donc si ça ne m'intéresse pas, j'aurais du mal à trouver de la bande passante pour traiter ce sujet. D'autres de mes collègues sont plus inspirés sur le sujet. Voilà, donc on a souvent des groupes de travail et on prend les sujets qui nous font un peu vibrer. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer le passage de la dirigeance à la gouvernance ? Quand on vous a proposé, vous avez dit que vous êtes senti un peu flatté, mais on a une vraie différence de posture entre dirigeance et gouvernance. On sent que, un petit peu peut-être comme dans votre famille, au niveau dirigeance, on vous suit, les yeux fermés, une grande loyauté parce que c'est pour le bien commun. Gouvernance, c'est tout dans la suggestion, même s'il y a certains sujets que vous allez défendre. Est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation ? Est-ce que vous avez eu besoin de vous former ou vous renseigner auprès de certains collègues qui avaient déjà de l'expérience ? Est-ce que vous avez un rôle modèle par rapport à une personne que vous trouviez au niveau gouvernance exceptionnelle ? Eh bien, pas trop. On n'a pas vraiment eu de formation. On a aussi considéré, je pense que quand on arrive à ce type de poste, on a aussi eu différents postes. On était chef de service, de petits services, grands services. On a quand même beaucoup bougé. Donc, ça veut dire qu'on a côtoyé des gens différents. J'ai vu quand même des différences entre les régions aussi. Donc, il y a des régions où c'est plus facile d'embarquer les gens. Il y a des régions, quand on a fait Brest et le Finistère, on comprend que, on est face à des gens qui sont un peu dans le granit et il faut y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, parfois beaucoup plus pour faire avancer un dossier. Donc, on est un peu rodé. Donc, non, j'ai pas eu de formation. Après, oui, des personnes inspirantes, oui, j'ai eu par exemple un directeur général avec qui j'avais travaillé. Je le trouvais assez inspirant parce qu'il écoutait beaucoup. Après, il reformulait ce qui était décidé. Il était très cartésien dans la présentation. Il était très modéré, mais avec une prise de parole parfois très posée. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Et j'ai essayé, moi qui suis un peu plus, on va dire, zébulon, j'ai essayé de m'inspirer un peu de sa manière de parler, de poser les choses, de parfois de ralentir le rythme, le débit de parole pour vraiment poser les choses quand c'est important et répéter les choses. La répétition fixe la notion, ça, c'est une de mes maximes. Et voilà, quand je veux faire avancer un sujet, il faut que je le répète plusieurs fois, souvent, pour que les dernières personnes un peu retorses et bien imprimer le message. Très intéressant. Beaucoup de personnes nous ont dit aussi qu'il y avait tout un travail de coulisses. J'allais dire du pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans les boards, la plupart du temps, les 3/4 des décisions ont déjà été prises en amont. Est-ce que vous avez déjà été vraiment une force d'influence en coulisses ou pas ? Ou est-ce que tout se fait en frontal, en collectif ? Oui, je suis plutôt en frontal. Honnêtement, j'essaie une fois de plus d'être cash et je ne suis pas trop dans la manipulation. Je trouve que quand on manipule, ça marche 1 fois, 2 fois. Et puis après, on se rend compte qu'on est quelqu'un qui manipule et souvent, ce n'est pas très apprécié. Alors, c'était pas tant la manipulation que l'informel. On ne va pas jusqu'à la manipulation, mais un côté quand même informel. Oui, alors trouver des alliés, oui, c'est ça. Voilà, sur quelques causes parfois. Quand oui, c'est vrai. Vous pouvez nous en dire une ? Quand j'y tenais véritablement. Vous pouvez nous en donner une ? Oui, alors par exemple, je suis très engagée sur des missions RSE. On a un petit budget en région, on a un budget au niveau national. Et j'ai un peu réussi à me faufiler pour être dans le comité de pilotage au niveau national parce qu'il y a vraiment des causes qui m'intéressent. Et je me suis dit, en étant au comité de pilotage national où le budget est beaucoup plus important que ce qu'on a en région, je pourrais peut-être de temps en temps, avec un petit air de ne pas y toucher, un peu appuyer des dossiers qui me tiennent à cœur, notamment sur la parité, sur la lutte contre les inégalités, sur l'inclusion. Voilà, donc c'est des choses, je me suis dit, je pourrais infléchir un peu le fléchage du budget sur des actions RSE en étant au comité de pilotage. Donc je me suis un peu manifestée un peu plus que d'habitude pour être spécifiquement dans ce comité de pilotage. Alors si on parle de rémunération, est-ce que tous vos boards sont rémunérés ou pas ?
Oui, alors moi, de toute façon, c'est assez simple. À la Banque de France, moi, j'ai une rémunération en tant que directrice régionale et on n'empile pas. Donc, voilà, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le fait que vous soyez au board vous donne plus de rémunération que si vous n'étiez pas. C'est-à-dire D'accord, que, c'est bien l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'empile pas. C'est-à-dire que le fait d'être au board, j'ai pas dans le millefeuille, j'ai pas une feuille en plus, quoi. Donc, alors, quel est votre avantage ? Alors, l'avantage, c'est d'être déjà en amont des décisions. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est au COMEX, systématiquement, quand on arrive, on a un ordre du jour avec des points à l'ordre du jour, et bien sûr, on peut infléchir certaines décisions, de mieux les comprendre. Parce que quand on est au COMEX, on a systématiquement, bien sûr, notre directeur général qui nous fait le point sur les sujets d'actualité. On a systématiquement le gouverneur, donc François Villeroy de Galhau, qui passe au moins 1 heure avec nous à chaque COMEX, c'est-à-dire tous les mois. Et il nous explique en fait les coulisses des décisions de politique monétaire. Il nous donne aussi un peu des éléments de langage. Honnêtement, c'est vraiment d'être plus dans la compréhension et subir moins les décisions. Donc être en capacité en fait de pouvoir avoir une connaissance fine des différentes problématiques que vous implémentez de façon opérationnelle. C'est ça, tout à fait. Mieux les comprendre et mieux les expliquer aussi à mon propre CODIR en région, puisque moi en région, évidemment, j'ai un CODIR de mes 14 directeurs des 14 unités de la région. Alors je voudrais qu'on puisse parler de la personne qui nous a mis en contact, que je voudrais remercier, de Corinne Hardy, qui a monté cette association AM, Alliance pour la mixité en entreprise. Vous-même, vous êtes un soutien fervent à cette association, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, c'est amusant parce que sur cette thématique, moi, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué sur 2 sujets. Il y a une quinzaine d'années, j'étais anti-quota. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je pense plutôt qu'effectivement, pas de quota, pas de résultat. Parce que j'ai vu qu'on avait encore beaucoup de chemin à parcourir et que si on forçait pas un peu le trait, on mettrait encore une centaine d'années peut-être pour avoir la parité. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'étais pas trop pour les réseaux. Là aussi, je pensais que les réseaux, c'était plus pour des passe-droits. C'était plutôt les mauvais qui avaient besoin d'être dans un réseau. Voilà, peut-être un égo surdimensionné qui disait que moi je me débrouillais toute seule sans réseau. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte que les réseaux, c'est extrêmement important. On peut aller beaucoup plus vite, on peut faire de très belles rencontres, on peut avoir des projets qu'on porte en commun plutôt que d'être tout seul, là aussi, dans sa petite bulle. Donc voilà, donc maintenant, je suis passée à l'extrême, à l'extrême sans extrémisme, mais je suis à fond sur les réseaux et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut être visible, on peut vraiment porter des projets. Et ce que fait Corinne est super. Donc voilà. Donc quand elle m'a parlé de son réseau, j'ai adhéré sans problème. Elle a le réseau LAM qui a à peu près 12 ans, avec une volonté collective de partage et d'entraide. On peut revenir maintenant sur le temps de travail. Combien de temps ça prend de faire partie d'un board ? Alors moi, c'est 1 journée par mois et on a quand même à préparer les dossiers. Donc c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de dossiers, je dirais, entre 1 et 2 jours par mois. Ouais. 1 et 2 jours par mois complet. Oui, complet. Oui, tout à fait, parce qu'on a les dossiers à préparer, on a parfois du SAV, on a parfois des petits groupes de travail, des sous-groupes qui travaillent sur une thématique qu'on doit présenter en COMEX. Ça prend entre 1 et 2 jours, oui. D'accord, donc quand même énormément de travail. Ah oui, tout à fait, oui. Sans compter peut-être les dîners, les transports. Oui, alors il y a des petites parties, ce que j'appelle la convivialité, et ça me va bien, mais ça compte pas. Ah, d'accord, très bien. Donc ça compte pas. En tout cas, pour les femmes qui nous écoutent et qui veulent faire partie des boards, on est d'accord qu'on n'a pas que le travail réel de préparation, on a aussi tout le côté sociabilisation. Ah bien sûr, oui, complètement, oui, tout à fait. Donc on a un COMEX délocalisé au moins 1 fois par an. On a quand même pas mal de moments de convivialité. Notre directeur général y tient. Et ça, c'est aussi vraiment important de se voir en dehors du simple ordre du jour qu'on déroule toute la journée. C'est vrai que c'est important d'avoir des moments de rencontre dans des sites assez sympathiques, d'avoir aussi des formations avec des personnalités inspirantes. Ça, c'est vraiment un plus qui, là aussi, nous fait grandir. Parlons des risques de faire partie d'un board. Est-ce que vous avez tous une assurance Banque de France par rapport aux différentes décisions que vous prenez, puisqu'en fait, il y a de véritables risques par rapport aux orientations stratégiques que vous proposez? Oui, alors moi je le vois pas trop. Une fois de plus, c'est pas la peur qui me définit le plus. On l'a bien compris ça. Donc honnêtement non, je le vois pas trop le risque. Après on est solidaire, c'est-à-dire que moi ça m'arrive et en toute là aussi loyauté de dire quand je reviens dans ma région de dire voilà, moi sur tel projet, j'aurais préféré qu'on prenne telle orientation, mais dans les faits c'est pas ce qui était retenu et c'est pas un sujet. Enfin je veux dire de toute façon la majorité s'est exprimée. J'ai pas l'impression qu'on prenne énormément de risques parce que après les décisions sont des décisions solidaires.
Et on ne va pas incriminer l'un ou l'autre d'avoir soutenu tel ou tel projet si le projet aboutit pas. C'est vraiment le COMEX qui a décidé et on est solidaire. Ça, j'ai jamais eu de sujet là-dessus. Est-ce que vous vous êtes déjà présenté comme étant contre la décision qui se prenait ? Oui, mais là encore... vous n'en faites pas, j'ai l'impression que vous n'en faites pas, quelque chose de personnel. Non, pas du tout, jamais, ça, jamais. Et je ne le ressens pas comme ça. C'est-à-dire que je peux très bien proposer un projet pour lequel il n'y a pas du tout d'adhésion. Eh bien, c'est juste, c'est ma personnalité, j'ai présenté quelque chose et on est tous différents. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Alors, vous vous sentirez passionné, vous travaillez Banque de France, vous respirez Banque de France. Comment est-ce que vous gérez votre temps perso et pro vis-à-vis de ce board et de cette entité qui vous prend quand même beaucoup de temps ? Oui, alors déjà, mon travail, j'adore mon travail. Donc là aussi, c'est vraiment pas un sujet. J'adore ça. Je n'imagine pas la vie sans travail. D'ailleurs, ça doit être terrible. Et après, je suis très séquentielle. C'est-à-dire que là aussi, on est très différents au sein de mon COMEX quand on en discute. Certains ont vraiment besoin de faire des coupures. Dans les faits, moi, j'adore faire plein de choses, que ce soit à titre privé qu'à titre professionnel. Et je suis très séquentielle. Donc, je peux très bien revenir d'une super soirée et puis finalement me dire, oh là, ça a été un peu la fête, etc. Mais je vais retravailler 1 heure pour faire retomber un peu l'énervement, l'excitation. Et c'est pas un souci. Je peux profiter d'une expo pendant 2 heures, rentrer chez moi, me dire, mais tiens, j'ai une demi-heure, tiens, je vais traiter des mails, tiens, j'ai un sujet, tiens, j'ai un coup de fil à passer. Et après, je rebascule sur autre chose. Je suis très séquentielle. Je peux découper ma semaine, mon week-end, mes soirées, vraiment les découper à l'envie et je profite autant de l'expo, du resto, du cocktail et des dossiers que je traite. Voilà, c'est quasiment au quart d'heure, quoi. Donc c'est un subtil mélange entre une sorte de conscience du temps présent et en même temps une planification absolument rigoureuse. C'est ça, j'aime pas perdre un quart d'heure, une demi-heure, que ce soit à titre perso, parce que je vais toujours faire quelque chose. Et quand j'ai un peu de temps, je profite d'avancer sur le travail. Et comme le travail me pèse pas, c'est-à-dire que quand je me dis tiens, je vais rallumer l'ordi pour travailler une demi-heure, mais c'est jamais un poids. Et après, je suis très contente de refermer l'ordi parce que j'enchaîne avec une expo ou parce que je dois préparer un voyage. Mais de passer de préparer un voyage à préparer un ordre du jour du COMEX, finalement, non, je préfère le voyage. Mais non, je ne vais pas passer pour être une psychanalyste. Workaholic. Absolument. Travaillomane. Est-ce que, en tant que femme, vous avez déjà, dans un board ou autre dans votre carrière, vous avez déjà subi des manques de respect, que ce soit couper la parole ou rien du tout ? Non, jamais. Franchement, ça n'a jamais été un sujet. Et mon engagement, notamment pour les réseaux de femmes, et mon engagement en faveur des quotas, c'est juste une observation presque fichier Excel, de me dire, c'est pas parce que moi, j'ai pas eu de sujet qu'il n'y a pas un sujet. Voilà, et que je dois profiter de mes fonctions, peut-être un peu de l'aspect rôle modèle que je peux donner pour d'autres jeunes femmes. Mais c'est plus un engagement au vu des chiffres et des statistiques que quelque chose de personnel. Sujet. Oui, absolument pas personnel. À la Banque de France, vous avez l'air d'être quand même assez remarquable en termes de parité. Est-ce que vous savez si c'est ressenti par les autres personnes ou les autres femmes qui sont dans les boards, par exemple, de la Banque de France ? Oui, alors je pense qu'effectivement ça commence à percoler, c'est-à-dire que comme toute grande entreprise, on était avec des chiffres il y a une dizaine d'années par exemple de 20% sur des postes vraiment de cadre de direction. Aujourd'hui, on a fait x2, donc en une dizaine d'années. Je pense que notre gouverneur en poste y est pour beaucoup. Il a vraiment, je pense qu'il est d'une convaincu. De deux, je pense qu'il a compris aussi, c'est quelqu'un de très intelligent qui a très bien compris que de toute façon, en marque employeur, c'était plus possible de montrer des chiffres où on n'a que 20% d'hommes sur des postes de direction. Et donc, il a vraiment fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il prend un dossier, il le traite. Donc, ce dossier-là aussi, il l'a traité. Et en gros, c'était très simple. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre cette cible ? Là aussi, j'irais avec une vision aussi de vouloir aussi préserver les hommes, c'est-à-dire qu'il était hors de question de passer de l'autre côté du cheval. C'est ça. Et quand il prend la parole, par exemple, sur des séquences le 8 mars, par exemple, généralement, il a toujours un petit couplet où il rassure les hommes en disant « Ne vous inquiétez pas, il y aura encore des postes pour les hommes, on fait ça à la loyale. » Mais il avait une vraie volonté de faire bouger les choses. Et quand on veut faire bouger les choses, on vous fait bouger. Donc, une entreprise qui dit « J'y arrive pas », j'ai du mal à le croire. Quand on veut, on peut.
Et il faut juste se donner les moyens, il faut échanger avec les personnes, échanger avec les femmes, voir qu'est-ce qui fait qu'elles n'y vont pas. Je pense il s'est donné les moyens, il a réussi. Est-ce que vous êtes positionné comme mentor pour certaines femmes, pour aider des femmes au board? Quand vous avez parlé d'avoir 5 femmes sur 13 administrateurs, ces femmes, est-ce que vous avez été pour quelque chose en termes de recommandations ou du tout? Alors sur celles qui sont au board aujourd'hui, non. Mais oui, je suis aussi assez passionnée par le mentorat. J'en fais en interne et en externe, à différents niveaux d'ailleurs, soit sur des très jeunes filles par exemple. J'en fais aussi sur des post-bac, parfois des gens qui viennent de quartiers un peu compliqués, qui n'ont pas les codes, etc. Et donc j'en fais aussi en interne. On a mis en place des binômes. Là aussi, c'était un souhait de notre gouverneur. Et je fais du mentorat en interne sur des femmes cadres et qui ont des perspectives de carrière et qui ont besoin d'un mentor. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes lorsque vous avez des femmes qui veulent intégrer des boards? Elles doivent travailler quoi en premier? Leur communication, elles doivent travailler leur expertise, elles doivent travailler leurs soft skills. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors déjà les compétences, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il y a un peu un tapis rouge pour les femmes qui veulent prendre le taureau par les cornes. J'ai attention, d'abord il faut des compétences, il faut de la motivation. On n'y va pas sans compétences. Il faut être formé. Le fond. D'abord le fond. Là aussi, je reviens à mes racines des filles d'agriculteurs. Il faut connaître les métiers. On n'y va pas sans compétences. En plus de toute façon, ça nous desservirait. Une femme qui se loupe aujourd'hui, ça dessert la cause. Donc, il faut vraiment que sur le fond, on soit au taquet. Et après, c'est une question aussi de volonté. Et là aussi, je pense qu'en termes de mentor, je peux apporter un peu de mon expérience et là aussi faire tomber sa fameuse peur. Ce que je vois le plus souvent chez les femmes, c'est pas le bon moment. Ça, j'ai régulièrement ça. Et ça, j'essaie un peu de décrisper. C'est pas le bon moment, mais oui, mais tu vas attendre combien de temps? Ce sera quand le bon moment? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Sachant qu'on n'est pas éternel et que notre espérance de vie professionnelle tourne autour de 40, 45 ans, on va dire. Si j'attends 4 ans, c'est 10% de ma vie professionnelle qui est quand même qui est perdue. Donc j'essaie un peu de leur donner mon expérience et puis de leur poser des questions. Souvent, je leur pose des questions. Ok, c'est pas le bon moment, mais ça sera quand le bon moment? Mais tu sais quand est-ce que c'est? Quel sera l'élément déclencheur? C'est aussi un peu la maïotique, quoi. C'est un peu le questionnement. Est-ce que les femmes que vous croisez pensent que le fait d'être au board, c'est une sorte de cerise sur le gâteau de la carrière? C'est-à-dire que ça doit venir vers la fin, lorsqu'il y a une maturité, lorsqu'il y a une vraie reconnaissance d'expertise? Je suis pas sûre, mais oui, effectivement, il y a ce côté un peu, on y va step by step. C'est un peu, effectivement, le couronnement. Je prends un peu mon temps parce que j'ai le temps. Là aussi, voilà, ce côté temps. Alors que je trouve que finalement, on a besoin aussi, dans un board, on a besoin d'avoir toutes les générations. Moi, je suis pas sûre qu'un board soit très efficace si on n'a qu'une classe d'âge. Donc, c'est bien aussi qu'on ait un peu toutes les générations. Est-ce que les autres femmes, d'ailleurs, qui sont au conseil d'administration, ont un peu votre profil, ou est-ce que c'est très différent? Non, en fait, il y a quand même une petite différence de génération. On a 2 femmes qui seraient plutôt en fin de carrière et après, on a plutôt des plus jeunes. C'est pas la loi des grands nombres. Moi, je parle sur 5 personnes. C'est vrai que c'est pas la loi des grands nombres. Elles ont tout un cursus un peu différent. C'est compliqué d'en tirer une règle générale. D'accord, en termes de profil. Si jamais on doit parler plus de conseils pour les hommes, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire? Alors, on comprend que le gouverneur de la Banque de France semble être un rôle modèle qui incarne ce que le docteur Mukwege dit, la masculinité positive, des hommes qui essayent de pouvoir être auprès des femmes pour pouvoir se battre pour la reconnaissance des droits des femmes dans une idée de droit humain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà entendu, par exemple, lors du 8 mars, un discours qui puisse être frappant de la part de ce gouverneur pour convaincre les hommes? Parce qu'il y a quand même un gros travail pour faire en sorte que les hommes comprennent que le but n'est pas de prendre leur place, mais au contraire de pouvoir travailler ensemble pour bien valoriser l'entreprise, le collectif. Oui, alors il prend souvent la parole aussi parce que c'est vrai qu'on a commencé à parler un peu du gender fatigue. Donc ça aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, à force de marteler toujours le même message, au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue. Plus effectivement certains hommes qui commencent à avoir un peu peur en se disant mais moi, ça veut dire que j'ai une perte d'opportunité sur certains postes.
Oui, il est assez rassurant en disant qu'effectivement, on cherche d'abord des compétences, que de toute façon, on n'a plus le choix. On a vraiment une ressource qui se tarit. Moi, je suis économiste de formation, donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet. Avant, on ne s'inquiétait pas trop finalement de perdre certaines populations parce que de toute façon, il fallait partager le travail. Aujourd'hui, on a un souci de recrutement. On cherche des talents. Et quand on cherche des talents, on cherche des talents hommes, femmes. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, finalement, c'est presque le bon moment. À un moment donné où le marché de l'emploi, il est plutôt tendu, mais tendu dans le sens où c'est plus compliqué de recruter. Ça veut dire aussi que la perte d'opportunités, elle est quand même moins prégnante qu'il y a peut-être 15 ans, où il fallait vraiment se battre pour prendre les meilleurs postes. Aujourd'hui, dans les faits, comme c'est plutôt l'offre qui se tarit par rapport à une demande, aujourd'hui, c'est plutôt un marché de la séduction plus qu'un marché de la sélection. Donc, à la limite, ça tombe, c'est un bon moment, c'est vraiment le bon moment. On peut rassurer les hommes dans le sens où finalement, le marché, il a tellement besoin de ressources que finalement, ils vont pas perdre d'opportunités. Et donc, ils ne doivent pas être en minorité pour pouvoir laisser les femmes être présentes dans les boards. Oui, c'est ça, tout à fait. Une dernière question. Dans ce rapport que vous avez avec la gouvernance, avec le pouvoir, est-ce qu'il y a des choses qui étaient moins, je dirais, intuitives ? Vous nous parlez de votre passé qui est relié justement à cet aspect concret du rapport à la Terre. Mais est-ce que dans le pouvoir, qui est quand même quelquefois très hors opérationnel, il y a des choses qui pour vous étaient plus compliquées, en particulier en tant que femme, de pouvoir accepter. On parlait de manipulation, de cours. Il y a toujours, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit homme ou femme, il y a toujours ce petit cercle qui entoure la hiérarchie, le symbole du pouvoir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu compliquées pour vous ? Alors, pas vraiment compliqué, mais je pense quand même que sur ma première partie de carrière, j'ai peut-être manqué un peu d'ambition, et je pense que si j'ai manqué un peu d'ambition, c'est parce que je m'étais un peu coulée dans un moule où finalement je me disais que ça me correspondait pas d'aller demander un poste, ça me correspondait pas de dire mais là j'ai déjà fait 3 ans sur un poste, je vais regarder ce qui passe, etc. J'étais un peu restée la fille modèle qui travaille bien et qui attend qu'on lui propose un poste parce que c'est pas très propre d'aller demander un poste. Et puis voilà, cette histoire d'ego un peu de dire mais de toute façon, comme je travaille bien, comme je suis compétente, on va venir me chercher. Ils vont le voir. Voilà. Et ça, je pense que peut-être qu'en début de carrière, j'aurais peut-être dû gérer ma carrière de manière un peu plus sportive. Et je l'ai pas fait parce que j'avais ce modèle un peu que quand on est une fille, quand on est une femme, et si on travaille bien, de toute façon, c'est pas la peine de demander un rendez-vous avec la GRH pour dire ah mais où vous me voyez dans 1 an ou 2. C'est quelque chose, j'imaginais pas le faire. Et peut-être que j'ai perdu des opportunités en début de carrière parce que je me l'interdisais sans trop le savoir, quoi. Mais il y avait ce biais un peu cognitif. Et qu'est-ce qui a été le déclic ? Eh bien, je pense que c'est mon premier poste de directrice. Quand j'ai eu mon premier poste de directrice, et à quel point j'ai vu que c'était super bien, que c'était pas si compliqué que ça, que je m'imaginais quelque chose de très compliqué, qu'effectivement peut-être que je le voyais un peu en costume, avec un modèle. Voilà, quand j'ai eu mon premier poste de directrice, je me dis mais c'est trop bien. On pilote des équipes, on est assez autonome, on passe beaucoup de temps en externe. Dans ma profession, on a des contacts avec le préfet, avec le DDFIP, avec des chefs d'entreprise. Et c'est quelque chose qui me semblait un peu compliqué. Je m'imaginais quelque chose de très compliqué où il me fallait peut-être encore quelques années pour avoir ce poste. Oui, et puis c'est des postes de représentation, donc c'est pas évident pour une femme. Donc. Voilà, c'est ça. Et quand je l'ai eu, je me suis dit mais non, c'est facile, c'est trop bien, c'est vraiment génial. À la limite, pourquoi j'ai attendu ? Après mon cursus, je suis très contente de mon cursus, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué. Et peut-être que si moi j'avais eu un mentor, parce qu'évidemment j'avais pas pris de mentor puisque je n'en avais pas besoin, puisque j'étais compétente, etc. Peut-être que si j'avais eu une mentor qui quelques années avant m'aurait poussée en me disant mais vas-y, tente ta chance, prends ton premier poste de directrice, peut-être que je l'aurais pris plus tôt et j'aurais eu plus tôt un poste absolument super comme je l'ai découvert, peut-être un peu tard, parce que je l'imaginais que c'était plus compliqué que ça. Est-ce que c'est le conseil que vous voulez donner aux femmes aujourd'hui pour avoir plus de parité dans les boards ? Est-ce que c'est justement de bien s'entourer, de travailler son réseau, de ne pas avoir peur de la visibilité ? Oui, travailler le réseau, pas avoir peur de la visibilité, et je pense quand même que le mentorat, c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire que vraiment, on peut faire tomber des questions, quand on n'ose pas poser les questions, il faut avoir un bon binôme, évidemment, il faut avoir un mentor en qui on a totalement confiance, mais qu'est-ce qu'on peut gagner du temps si on peut poser des questions avec quelqu'un avec qui on s'entend extrêmement bien, avec qui on a extrêmement confiance. Je pense vraiment qu'on peut gagner du temps.
Merci beaucoup Cathy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.